Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à ces voix qui nous accompagnent sans qu'on leur rende hommage. Qui s'invitent dans nos vies, qui traversent nos images et qui, sans même un visage, écrivent en nous des paysages. On croit les reconnaître sans jamais tourner la page, comme si elles nous appartenaient, comme si c'était un mirage. Jusqu'au moment où l'on écoute vraiment et où l'on comprend que derrière chaque mot, il y a bien plus qu'un simple langage. On entend des voix tous les jours, dans les séries, dans les films, dans les jeux vidéo, des voix qui donnent vie à des personnages, à des mondes entiers, mais derrière ces voix, il y a souvent des parcours invisibles. Celui de mon invité aujourd'hui est très particulier et vous allez le voir dans cette vidéo. Un parcours fait de détours, de métiers et même de rencontres. Et surtout d'un choix, celui de ne pas regretter. Cette vidéo risque d'être un peu plus longue que d'habitude, mais très philosophique et très belle par rapport à la langue et à la voix du métier. J'espère que vous allez l'apprécier. Et en tout cas, merci pour tous vos retours sur les anciennes vidéos. C'est un plaisir à chaque fois de vous faire des interviews de qualité, alors merci à tous. Petit rappel avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et à lâcher un petit like et peut-être un commentaire. Dites-moi si vous avez envie de voir un prochain comédien, je ne sais pas, peut-être sur la chaîne. J'essaye d'être le plus actif possible et peut-être bientôt un comédien assez particulier, alors restez bien à l'affût. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage. Vous êtes actuellement dans Derrière le micro. Et maintenant, place à l'invité du jour. C'est un honneur de le recevoir aujourd'hui. Nous sommes avec Yannick Lasserre. Comment allez-vous, Yannick ? Bien, et toi-même, Calo ? Ça va très très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour cette interview. Alors, quand on vous écoute aujourd'hui, je commence immédiatement l'interview. On entend une voix posée, maîtrisée, capable de passer d'un univers à l'autre. Mais vous expliquez avoir été très timide plus jeune. On va parler de votre parcours aujourd'hui. Est-ce que cette timidité, elle est encore quelque part dans votre manière de jouer aujourd'hui ? Oui. Vous la Et retrouvez ? encore, j'arrive à être facilement impressionné par ce que je peux voir, ou par qu'il peut y avoir. Ça m'arrive de perdre mes moyens, oui. Parce qu'aujourd'hui, parce que là on va parler un petit peu de votre parcours, donc du doublage, et notamment l'arrivée du doublage qui a été assez tard. Alors vous commencez le théâtre assez tôt, entre 1991 et 93 au collège Fabien, il me semble, pas forcément avec l'idée de devenir comédien, mais pour travailler sur vous justement. Avec le recul, est-ce que vous diriez que la scène vous a construit avant même que vous pensiez en faire un métier ? Pas du tout, parce que le cadre s'y prêtait pas, c'était vraiment de l'amusement, personne ne s'y prenait au sérieux, et donc, concrètement, j'ai plus eu d'amour à jouer en disant certains textes en français que ce que j'ai appris à faire au théâtre, au collège, quoi. Alors vous parlez aussi d'une enfance dans un environnement très cosmopolite, on va en parler de ce terme, je pense que c'est important, entouré d'accents. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez compris que vous pouviez jouer avec les voix, les reproduire ? Parce qu'on va parler de cette transformation-là dans la voix, parce que vous avez une voix quand même assez importante qui est reconnue. Qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus, sur ces accents notamment et sur votre... C'est tout simple, quoi. C'est grandir dans une ville où il y a des camarades qui sont d'horizons divers et variés. Et quand on va chez eux, on croise les parents. Et puis les parents, ils ont l'accent maghrébin, l'accent antillais, l'accent portugais, l'accent haïtien, l'accent yougoslave. Et puis on prend l'habitude d'essayer de comprendre un peu parce que le français est approximatif et il y a des mots qui s'écorchent et qu'on comprend et qui est leur français pour faciliter. Je retiens l'accent et puis ça me plaît. Je regarde aussi des émissions parce que ils ont des chaînes câblées, donc je regarde des émissions de là-bas. Moi, j'avais un très bon ami qui s'appelait Stéphane et on regardait des émissions de variété serbe et donc on connaissait des chansons en serbe. Et vous êtes vraiment, on en parle beaucoup par rapport à ces accents et par rapport à ce côté cosmopolite, on en parle souvent. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette voix-là ? C'est la représentativité. On peut très vite tomber dans le ridicule si on tient mal un accent. C'est pour ça que des fois, j'aime beaucoup les accents parodiques. Oui. J'aime autant les vrais accents que les accents parodiques. Mais c'est sans être irrévérencieux. C'est vraiment pas de la moquerie quand je prends un accent. Et je ne vais pas m'amuser à faire l'accent chinois comme le faisait Michel Leb. Ça c'est vraiment de la parodie bas étage. Mais si l'accent, j'arrive à le faire en étant très très proche, pour moi, Paris, il a réussi. Ouais. On va parler un petit peu de votre parcours, Yannick, avant d'arriver au métier de comédien. Vous avez eu plusieurs vies, voilà comment je l'ai noté, pâtissier, serveur, dans la sécurité, dans le bâtiment. Est-ce que ces expériences-là nourrissent aujourd'hui votre jeu ? Oui, au niveau du vocabulaire, au niveau de la façon d'être, mais oui. Il y a plein de camarades talentueux qui sont pas forcément passés par ces métiers puis qui arrivent à être totalement crédibles. Ça a forgé le caractère au niveau des relations entre les personnes. Je veux dire, l'ambiance, à proprement parler pour le jeu,
c'est des expériences de vie, c'est ma vie. Et ouais, ça peut me nourrir pour certains personnages. Mais après, comme je dis, j'ai des tas de camarades qui ne sont jamais passés par là et qui sont tout aussi crédibles, voire peut-être même plus. Donc, non, je pense pas que ça m'ait spécialement nourri. Ça a plus nourri mon tempérament, ma personnalité. Et alors sur vos plusieurs vies, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça, de ce terme-là, parce que vous avez été donc pâtissier pendant très longtemps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? 29 ans. Pendant 29 ans, j'ai été pâtissier. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai fait un apprentissage pendant 2 ans. Après, j'ai refait un apprentissage d'1 année parce qu'il me restait 1 an avant ma majorité. Donc, pendant 1 an, j'ai fait de la boulangerie à l'hôtellerie. Je suis sorti, j'ai bossé 4 mois, je suis parti à l'armée. Et après, j'ai travaillé pâtisserie avec une petite pause de 2 ans. Je suis devenu commercial. Changement d'ambiance, changement de décor. Mais ouais, la pâtisserie, ça a été 29 ans de ma vie. Ça a été épuisant, ça a été physique, mais j'en suis très fier. Et alors il y a un moment fort dans votre parcours, celui où vous décidez de vous lancer donc vraiment dans le domaine de la comédie, du doublage, du théâtre. Qu'est-ce qui a été le déclic, ce moment où on se dit, si je n'essaie pas, je vais le regretter? Il y en a eu 2. Non, il y en a eu 3 précisément que je vais raconter très rapidement. Il me semble que le premier, ça a été quand je suis allé à une petite convention où il y avait Jean-Pierre Michael, Céline Monsara et Marc Cassot qui étaient invités. Et Jean-Pierre Michael a eu cette phrase de dire aujourd'hui tout le monde veut devenir comédien dans le doublage en arrivant sans aucune préparation. C'est comme si moi demain j'allais à Orly et que je disais je veux piloter un avion. Donc déjà ça a été un élément déclencheur par rapport au fait de devoir suivre le cursus normal, suivre des cours de théâtre, avant d'apprendre à courir, apprendre à marcher, quoi. La deuxième, ça a été ma rencontre avec Richard Darbois pour les 30 ans de Retour à la culture. Ah oui. Ça a été un moment, waouh, un moment unique qui s'est reproduit après. On s'est revus dans un cadre plus cool, plus détendu, et donc voilà, il a créé, il a généré énormément de motivation et d'envie. Et après, c'est très bizarre, ça n'a rien à voir avec le doublage. C'est le film d'Orelsan. Il a fait Commencez loin. Exactement, ouais. Je suis allé voir ce film. Il me semble que c'était fin 2015, si je dis pas de bêtises, avec mon fils, mon deuxième fils. Et si on vous fait un son pour demain? Change rien. Vous êtes déjà pas capable de me sortir un son à 5 ans. Vous me parlez de faire un son pour demain. Ouais, mais ça va, ne sous-estime pas non plus. Mais vous êtes pas capable de faire un son, les mecs. Mais si, on est capable. Mais non, Mais t'es pas si. capable, non. Mais si. Non. Mais si. Bah non. Mais si. Bah non. Mais si, mon Bah gars. non. Mais si. Bah non. Mais moi, je te dis que si. Non. Moi... C'est bon. Et je suis sorti de la salle complètement retourné, à me dire je veux plus de cette vie, je veux pas d'une vie où j'arrive à 50 balais, j'attendrai que la mort. Donc voilà, j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis lancé dans les cours de théâtre. C'est vraiment un déclic, c'est soudain, vous vous êtes dit, il n'est jamais trop tard et il faut se lancer, on en parlera en fin de vidéo. Oui. Enfin, j'en ai eu envie, j'ai essayé de me dérober, on m'a dit non, cette fois tu te dérobes pas, tu fais ce que tu as à faire. Et puis j'ai commencé par les cours de théâtre, voilà. Et du coup, on va en parler de ces cours parce que vous reprenez ensuite donc une formation entre 2017 et 2020 avec Frédéric Soutrel, on va en parler. Pourquoi ce choix-là précisément? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans cette formation à ce moment-là de votre vie justement? J'aime beaucoup le travail de Fred. Vu ma situation, je pouvais pas prendre n'importe quel cours et déjà, je ne cache pas, les horaires qu'il proposait correspondaient parfaitement à ce que je pouvais encaisser physiquement, financièrement, tout s'y prêtait. Donc j'ai décidé de suivre ses cours et ça a été hyper intéressant. Il m'a donné plein d'envie, de textes. Ça m'a plein de plaisir de jouer devant les gens. C'est hyper agréable. Donc j'ai pas encore l'expérience de monter devant un grand public. Peut-être que ça arrivera un jour parce que c'est vraiment bon, quoi. C'est le peu de fois où je me suis retrouvé en public, j'ai aimé cette sensation. On n'arrive pas en vainqueur et faut gagner la foule, faut gagner le public. Et c'est hyper intéressant comme sensation. Et donc Fred, tout s'y prêtait. Puis j'avais déjà rencontré Fred, on avait eu beaucoup d'atomes crochus. Il a toujours été franc, il a toujours été gentil avec moi. Et voilà, quand ça allait pas, il me le disait. Quand ça allait, il me le disait aussi. Et donc voilà. S'y prêtait pour que je puisse aller à ses cours. C'est un remerciement aujourd'hui plus par rapport à Fred justement. Ah mais Fred fait partie de ces quelques personnes hyper reconnaissants. Il y a Fred, il y a Frédéric Soutrel, il y a David Kruger. David Kruger bien sûr. D'ailleurs, dans votre parcours, donc, il y a ces rencontres-là, David Kruger, qui parle de vous, donc Frédéric Soutrel, on en parlait aussi, donc, qui vous fait passer des essais. Est-ce que dans ce métier, tout commence par une rencontre alors? C'est tenté de dire oui, mais après, pas des rencontres comme on l'entend. C'est-à-dire, c'était pas la rencontre, on est copain avec quelqu'un et l'autre dit tiens, je vais te faire bosser en doublage. Je veux dire, il y a des tas de comédiens qui ont commencé, qui étaient sur scène et il y a un DA qui était dans le public qui lui a dit tiens, à la fin de la pièce, tiens, viens me voir si ça t'intéresse de bosser dans le doublage. Donc oui, forcément, à un moment donné, il y a une rencontre. Donc, et encore, David, c'était même pas des essais. Il a parlé de moi à un DA, et il a dit, essaye de le prendre sur les ambiances de série sur laquelle il bossait. Il était premier rôle. Il a dit, essaye-le, ça coûte rien, vois ce qu'il vaut. Il croyait en moi.
Le DA m'a appelé 2 fois. Voilà, et aujourd'hui, je bosse très souvent avec ce DA, que j'ai d'ailleurs remercié, que je dise pas de bêtises, avant-hier, parce qu'avant-hier, justement, ça faisait 7 ans que j'étais dans le métier, c'était mes 7 ans. Et voilà, j'ai envoyé un petit message de remerciement, parce que j'oublierai jamais les sensations de ce premier jour, cette première après-midi, et c'était Nathan et Nalimi sur la série SWAT, épisode 16, 17, 18 de la saison 2. Waouh, ça Donc en fait voilà, des détails, oui. dis donc. Ouais, je suis même en mesure de te dire la plus grosse réplique que j'ai eue. Donc voilà, oui, c'est des rencontres. C'est des rencontres. Il faut tomber sur la personne qui va croire en toi, qui va te donner ta chance, qui va t'apporter, qui va prendre le temps d'apprendre des choses. Moi, j'ai beaucoup de chance. Il y a plein de DA qui m'ont apporté beaucoup de choses, qui m'ont appris, qui m'apprennent encore. Parce que je pense On que le apprend jour où toujours. t'arrêtes d'apprendre, oui, voilà, c'est ça. Ça n'arrive pas le jour où tu cesses d'apprendre. C'est hyper plaisant. Donc ouais, je pense que c'est des rencontres. Je pense que oui, ça commence avec des rencontres. Et quand vous arrivez donc dans le métier, dans le domaine, parce que vous vous lancez à ce moment-là, après ces conseils-là, c'était une surprise? Vous vous attendez à quelque chose dans ce genre-là par rapport à ce métier? Plus ou moins, j'avais déjà assisté, donc Ok, oui. après, moi, j'ai pas connu l'époque glorieuse du doublage, ce que moi j'appelle l'époque glorieuse, les anciennes techniques, l'ancien matos. Aujourd'hui, c'est très facile comparé à une époque. À l'époque, fallait rester toute la journée pour faire sa boucle si t'étais à la fin du film. Encore, je sais pas tout. Donc, ouais, j'ai été surpris, oui et non. Mais après, ouais, non, j'ai été un peu décontenancé parce que, mine de rien, t'arrives et t'es avec 7 ou 8 personnes quand tu fais des ambiances. Il faut pas te dire que t'es jugé. Faut mettre tes a priori, faut mettre la timidité de côté. Tout le monde est sur la même marche, tout le monde est au même rang, et donc après, ça devient banal. Et puis, un jour, tu te retrouves à être celui qui accueille le nouveau, justement, pour l'accueillir comme tu aurais aimé être accueilli. Donc moi, j'ai été super bien accueilli. C'est pas évident qu'on vienne de venir parler à un petit jeune, dans le métier. Je parle parce que je suis arrivé quand même dans le métier. J'ai commencé en 2019, donc j'avais 41 ans. Et donc voilà, mais il y en a qui ont été très sympathiques, qui sont venus vers moi directement, qui ont sympathisé et qui aujourd'hui sont des super potes. D'ailleurs, vous dites que vous arrivez vers 2019, mais quand je pense à 2019, moi je vois Covid, et donc je me dis, c'est pas toujours facile parce que c'est vrai que le domaine du doublage notamment a pris un coup avec le Covid, puisque les plateaux, l'intimité du studio notamment, qui se faisait à plusieurs à la barre notamment, ça s'est séparé, il y a eu beaucoup de changements. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Vous êtes arrivé à quel moment exactement par rapport à cette pandémie notamment? Alors moi, je suis arrivé en avril 2019, je bossouillais par-ci par-là, je faisais 2-3 cachetons par mois, et puis est arrivé le Covid en mars 2020, tout a fermé. Oh là là. Le temps de tout mettre en marche, de prendre les nouvelles mesures. Et ça a été difficile, donc j'ai bossouillé encore un petit peu, mais je sentais que on m'avait un peu oublié, quoi. Et j'ai eu un énorme coup de mou. Et début 2021, j'ai un ami qui m'a dit, écoute, reprends-toi. T'as ta place, t'as ton trou à faire, t'as ta place à prendre, et te laisse pas abattre, montre que t'es là, fais un shooting, balance des morceaux, montre que t'es dans le game. Ce comédien, c'est Jean-Michel Vaubien. Il m'a mis un petit coup de pied au cul amical, comme on dit. Ouais, j'ai relevé la tête et mars, je me suis repris un peu. Je me suis remontré sur les réseaux, sur Facebook, et surtout Facebook, pour signaler que, les gars, je ne suis pas mort, je suis vivant. Je suis passé à travers le Covid et puis voilà. Et il y a des gens, ma personnalité, ça les intriguait un peu. Ils se demandaient, c'est quoi ce gars qui vient de la pâtisserie? Que j'ai pas eu que des gens qui allaient dans mon sens. Hein. Moi, Bien sûr, ça n'arrive jamais. J'ai eu des retours de je suis le mec qui vient piquer le boulot des autres. Mais il faut aller au-delà de ça, faut voir plus haut, comme on dit. Voilà, puis je voulais surtout vivre de ce qui me plaisait, pour ce qui me plaisait, et voilà. Et donc, il y a des gens qui ont été curieux, puis ça a parlé de moi, gentiment, et puis voilà, et puis il y en a qui m'ont donné ma chance, et puis il y en a qui m'ont rappelé, et puis petit à petit, ça a pris, et puis en septembre 2022, j'ai enfin arrêté la pâtisserie, et puis voilà. On va parler un petit peu de vos débuts, Yannick. Votre premier projet, c'est un court-métrage où on ne vous voit pas. C'est presque symbolique pour quelqu'un qui va travailler dans la voix. Est-ce que ce rapport à l'invisible vous a marqué dès le début ? C'est quelque chose qui me gêne pas parce que n'aimant absolument pas mon image, me trouvant parfois grotesque, parfois mal habillé, parfois, je m'aime pas physiquement. Donc être là, participer à une aventure mais que personne ne le sache, c'est super cool. J'aime bien cette idée de l'invisible. Et d'où le doublage, c'est arrivé après par rapport à ça ou pas ? Le doublage, je suis tombé amoureux du doublage parce que je trouve déjà cet exercice magnifique. On
On a tous une punchline en tête qui retentit avec la voix d'un comédien ou d'une comédienne. Et des punchlines, j'en ai des dizaines, des répliques de films, j'en ai des dizaines. Avec la voix de Vignier, avec la voix de Céline Monsart, avec la voix de Benoît Hallman, avec la voix de Poivet, avec la voix d'Alex Victor, enfin, avec la voix des copains aujourd'hui, voilà. Mais j'ai des dizaines de répliques. Roger Carrel, toutes ces voix, il y a toujours une punchline. Chuck Norris qui est parti il y a pas longtemps, Bernard Tiffen, Dorval sur des phrases de Stallone, enfin bref. Et oui. Tous ces monstres. On a tous un souvenir lié à une punchline, lié à une réplique de film. Et je trouve ça fort, rien que par la voix, l'impact que ça a. Dans The Crow, je vais en citer une parce que je crois que c'est peut-être une de mes préférées. C'est dans The Crow où il y a c'est le méchant. Et il est avec une boule à neige dedans, il y a un petit cimetière. Et il explique que son père lui a offert ça pour ses 5 ans en lui disant « On cesse d'être un enfant quand on comprend qu'on est mortel ». Voilà, c'est des phrases... Il y a une phrase que je répète tous les jours parce que cette phrase me fait rire. C'est avec la voix de Dorval qui dit « J'ai passé ma vie à affronter la mort ». Et puis voilà. J'ai vécu dans le monde de la mort. Donc voilà. Et ça marche très bien avec votre voix aussi, je tiens à le dire. Merci beaucoup, mais c'est incroyable des voix comme ça. Des phrases comme ça, je veux dire, ça n'a ni queue ni tête, on les sort jamais. Moi, j'ai eu une punchline que j'ai trouvée magnifique dans toute ma carrière, je l'oublierai jamais. Donc voilà, j'aime l'invisible et qu'on n'entende que ma voix et qu'on ne me voit pas, ça ne me traumatise pas. Après, j'ai bossé à l'image, ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu, mais je m'aimais pas. Je n'aimais pas ce que je voyais. Et c'est très différent entre le doublage et le théâtre, on en a parlé notamment avec Constantin Papas. Il y a ce côté, le doublage, on arrive les mains dans les poches et puis on est directement dans le bain. On n'a pas ce côté à prendre ses textes, ce côté un petit peu lourd. C'est vraiment, on arrive direct, tac, 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 on fait ce qu'on a à faire, on double et puis hop, on enchaîne, on fait directement d'autres projets, etc. Et d'ailleurs, on va en parler avec votre entrée dans le métier du doublage. Vous entrez dans le doublage donc grâce à ces rencontres, puis vous échangez progressivement les projets. Des séries comme Mayans MC, je sais pas si je le dis correctement, City on the Hill, puis beaucoup d'autres, même à partir de 2021. Est-ce que vous avez senti un moment où ça a pris ? Je le sens maintenant. C'est très rigolo. Je commence à le sentir maintenant. Ah oui. Ouais, parce que en fait, je suis prisonnier de ma propre bêtise, on va dire. C'est souvent cette espèce de gros bourru, un peu beauf, un peu papa ours, qui fait que quand on pense vraiment, on pense pas spécialement à quelqu'un qui va être amoureux transi ou qui va travailler dans un bureau, qui va être de la haute société. Et je comprends que pour certains directeurs artistiques je suis pas forcément la première personne à qui on va penser pour ça. Et donc, j'ai souvent été très cantonné. Là, ma dernière limite, c'était de dire je fais que des gros. C'est très rigolo. Donc, mais j'aime beaucoup ça. Je m'en plaindrai jamais. Mais c'est vrai, et là, ça commence à prendre la sauce. La mayonnaise commence à prendre et on me fait confiance sur d'autres trucs, sur d'autres personnages, sur d'autres tempéraments. Et puis même moi, je me suis longtemps caché derrière ma voix. C'est-à-dire que je sais que j'ai une grosse voix, donc forcément, il fallait que je fasse une grosse voix. Mais quand je parle au quotidien, j'ai quand même une voix des fois qui est légère et je l'oubliais. Et quand on me demandait de m'alléger, je perdais un peu mes moyens. Je me disais, je peux pas m'alléger, je suis pas léger. En fait, utilise ta voix, quoi. Ne réfléchis pas, fais ce que tu as à faire. Ne réfléchis pas, c'est une phrase qu'on dit souvent, oui. Voilà, c'est ça. Et il y a pas longtemps, il y a 2 DA que j'ai remerciés. Frédéric Soutrel me l'avait dit au début, il m'a dit, moi j'ai mis 3 ans avant de comprendre. J'ai mis un peu plus longtemps, alors que je le savais. Voilà, et il y a 2 DA qui m'ont énormément aidé là-dedans, qui m'ont mis sur des persos. C'était ridicule d'être léger, d'être lourd. Et voilà. Et aujourd'hui, je commence à prendre. Toujours amusé, mais là, on me met à des endroits où on m'attend pas, et j'aime beaucoup ça. Oui, c'est vraiment une navigation entre beaucoup d'univers. On passe du tout au tout à un truc très grave, et d'un seul coup, on se remplit, et puis hop, on s'extériorise, et puis là, on passe du dessin animé ou de la voix off d'un seul coup. Enfin, c'est ça qui est super dans ce métier. Oui, bien sûr. Donc, vous naviguez du coup dans tous ces univers, FBI International, The Equalizer, Shogun, Golden Kamuy. Est-ce que chaque série demande une manière différente d'aborder la voix ? Non. Non, parce que si je disais oui, je serais en contradiction avec ce que j'ai dit juste avant. Non. Chaque série arrive avec son univers et la voix vient avec avec ce qu'on voit, quoi. Donc non. Après, il y a quelques exceptions. Je veux dire, si j'arrive sur un dessin animé, je fais un petit personnage un peu rondouillard, je vais lui donner un petit côté rondouillard. Voilà, je vais essayer de partir sur quelque chose d'un peu absurde, si le personnage est un peu absurde. J'ai cru entendre Christophe Lemoine. J'ai des inspirations, forcément. J'ai grandi avec tout ça, donc non, je sais pas, il y a un peu de tout. Mais voilà, j'ai mon lutin, moi, c'est
C'est un personnage que je fais depuis des années, avant même que je sois dans le doublage. Je faisais des lives sur les réseaux et j'arrivais avec mon PC. C'était le personnage, c'était un lutin qui parlait comme ça. Et oui. Et voilà, et j'adore ce personnage parce que j'ai toujours bercé, j'ai toujours baigné dans l'univers de l'heroic fantasy, donc des voix, des monstres, des chevaliers, des lutins, des nains. Et donc voilà. Mais après, non, ça vient avec le personnage. Ça vient avec le personnage, pas forcément avec l'univers. Ce lutin d'ailleurs, c'est Et- votre page d'entrée RS Doublage. Exactement. Un extrait. Exactement, oui, tout à fait. J'ai fait ça. Hé hé, bienvenue sur RS Doublage. Ouais, je trouvais ça sympa de faire la voix d'un lutin pour vous accueillir. C'est plus convivial, ça fait très fête de Noël. Ouais. Oh mon Dieu. Ah, on se présente comme on peut. Hein. Je peux pas faire les voix Oui, d'enfant. mais bien sûr. On va parler un petit peu des voix off, du doublage, du jeu. Vous avez aussi travaillé en voice-over sur des documentaires, des programmes comme Your Worst Nightmare. Un jour, dans l'histoire, il y a quelque chose de plus posé, plus narratif, puisqu'on parle de retenue, comme à chaque fois. Aide bataillon, c'était un job très important. Mais j'avais toujours été le gars du camion. J'adorais être dans le camion parce qu'on peut enfoncer des portes, casser des vitres. C'était un peu comme être un grand enfant. Comprenez, on ne s'est jamais réjoui que les maisons des gens brûlent, ce n'est pas ça. Comment vous passez d'un registre à l'autre? Naturellement, en fait, tout est déjà fait. C'est-à-dire que ce soit pour de la voice, que ce soit pour du doublage, tout est à l'écran déjà. Donc, en fait, il suffit simplement de... Wow, je vais utiliser les termes de tous ceux que j'admire. Il suffit de pas trahir ce qu'on voit. Ah oui. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui témoigne d'une expérience traumatisante qu'il a vécue, comme une voice-over, tu viens de dire le titre, sur le 11 septembre, les mecs racontent un moment de leur vie où ils ont vu des amis mourir, où ils ont vu des gens mourir, où ils ont été sauvés. Ouais, et là, j'allais mourir. Enfin, je veux dire, on peut pas trahir ce qu'on voit, donc tout est servi sur un plateau. Il suffit simplement de suivre les gens. Pour de la voix, je dirais même être empathique. Ouais, être empathique. Ouais. Moi, il m'est arrivé 2-3 fois sur de la voice de me retrouver avec les yeux mouillés parce que le sujet me parlait, parce que des mots que j'avais pas dit depuis longtemps. Ouais, il suffit de se nourrir de ce qu'on voit et de ce qu'on entend, je pense. Et d'ailleurs, la Et voix off demande donc, oui, plus de contrôle, plus de lâcher prise. Ça, on en parlait à chaque fois, bien sûr. La voix off, à proprement parler, j'en ai jamais fait. La voix. J'ai surtout fait de la voice. La voix off, j'en ai jamais fait à proprement parler, mais c'est un exercice que je trouve admirable. Je veux dire, un documentaire animalier, c'est mon rêve. Que ce soit des vrais ou des parodies, mais j'ai des exemples de reportages animaliers que je trouve extraordinaires. C'est dingue, on arrive à mettre dimension dramatique, du suspense, de la joie. Mais en Et même temps, ouais. dans ces émotions-là, il y a cette retenue-là, quand même. Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est presque de l'audio-description qu'on Mais fait. c'est ça, comme presque la publicité, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Encore que la publicité. Alors, je suis fan. Je rêve de faire de la publicité parce que pareil, j'ai plein de souvenirs de publicité. La pub Nestlé avec le chocolat qui court sur la peau, qui coule sur la magnifique. poire. Et cette voix super qui dit l'onctuosité, la saveur, tout le plaisir, tous les plaisirs d'un chocolat de grande origine. Voilà, moi, ça me Mais fait ça rêver. marche. Voilà, mais je suis archi fan. Et la pub, après, là où j'ai beaucoup de mal et où j'admire beaucoup de camarades, c'est réussir à faire de façon crédible des trucs qui sans qu'on prend le public pour des cons. Je suis désolé. Mais voilà, je n'aime pas la pub parce que je sais que c'est... Déjà, il y en a trop. On en entend trop. C'est vrai, il y en a trop. Oui, oui. Il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Mais après, je suis admiratif de tous mes copains. Des fois, je vois des copains en publicité, même à la télé. Hein. Je vois des copains en publicité et je me dis, ils sont forts, ils sont au taquet, ils sont là. Ils jouent le quotidien et c'est crédible. Donc, je suis admiratif. En même temps, la pub, voilà, la pub me tape sur le système. Mais je rêve d'en faire. Ce serait hypocrite de dire le contraire. On va parler un petit peu de l'art de l'ombre, des ambiances. Vous avez évoqué ça en début de vidéo. Alors, pour beaucoup de gens, une ambiance en doublage, c'est secondaire et c'est vrai, c'est presque invisible. Est-ce que vous pouvez juste rapidement expliquer pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'une ambiance? Ça va être le mec qui va venir acheter son sandwich derrière et le vendeur va lui répondre. Ça va être le couple qui parle à la table dans un restaurant derrière les deux protagonistes principaux. Ça va être les flics qui rentrent lors d'une perquisition. Ça va être des gens qui chuchotent pendant une cérémonie de mariage quand le mariage est interrompu. Ça va être tous ces mecs qui se prennent une balle et qui réagissent. Hein. Forcément, quand on prend une balle, on fait... qui meurent, des gens qui paniquent. Et c'est mine de rien, mourir, c'est un art. Tomber, c'est un art. Trébucher, c'est un art. S'engueuler, c'est un art. Parce que des fois, on fait des scènes d'engueulade, des couples qui s'engueulent en arrière-plan. Et c'est très important, mine de rien. J'ai un DA que j'aime beaucoup, qui m'a toujours dit, les ambiances, c'est très important. Imaginez, on vous sert un steak magnifique avec une sauce de merde. Vous n'allez pas aimer. Par contre, si le steak est un peu moins bon et que la sauce est excellente, tout passera très bien.
Et voilà, donc les ambiances, c'est une sauce qu'il faut pas négliger. Mais alors en réalité, qu'est-ce que ça demande comme précision et comme écoute? Parce qu'on dit souvent que c'est secondaire, mais alors c'est pas si secondaire dans la technicité. C'est pas rien, parce que vu que c'est en fond, il y a quand même cette difficulté qui s'ajoute. Tout est à l'image, en fait. Je veux dire, s'il y a une explosion, on réagit au moment de l'explosion. On se fie vraiment à l'image. Et puis, mine de rien, les auteurs et les détecteurs font très bien leur travail, ce qui fait que sur la bande rythmo, tout est écrit. Je veux dire, le moment où on doit réagir, des fois ça n'est pas écrit, des fois il y a des trucs qui passent au travers. Mais nous, on est quand même bout de la chaîne. Donc il y a des gens qui, en amont, ont fait leur travail et bien des fois, il y a 7, 8, 9, 10 persos, policier 1 jusqu'à policier 22, qui ont un petit truc à faire. Et c'est détecté, c'est repéré. Donc en fait, on n'est pas lâché comme des chiens dans un jeu de quilles. Et puis il y a quand même des bases bien fixées. Quelqu'un à l'écran qui parle derrière et qui crie « On en a assez d'être pris pour des bœufs !» C'est écrit. Et puis des fois, ça peut passer à l'as. Et puis le gars dit « Ah, comme il est plein pot, lui, on va le faire quand même. » Donc voilà. Alors on va parler un petit peu de vos rôles, il y en a certains qui vous ont particulièrement marqué. Je pense notamment à Gurlox dans Papa est un chasseur d'aliens. Hey, tu vas te contenter de rester là à regarder ou tu vas jouer? Une autre poule mouillée. Dommage, je me réjouissais à l'idée de lui prendre tous ses jetons. Un personnage presque monstrueux, tentaculaire. Comment on construit une voix qui n'existe pas dans le réel? On s'inspire de l'image du perso. En plus, c'est un perso que j'aime beaucoup. J'ai un peu galéré, j'ai un peu perdu mes moyens, j'ai eu une belle anecdote dessus, mais ça s'est pas fait comme ça. Mais j'ai adoré le faire. La voix s'est installée naturellement. Et si je devais le refaire aujourd'hui, je changerais un ou deux petits trucs, mais je garderais cette grosse voix. Et j'ai adoré faire ce personnage. En fait, dès le début, j'ai cru que c'était qu'un gros méchant. En fait, il a un énorme fond sympathique et j'aime beaucoup ce personnage. Et à l'inverse, vous avez incarné Helsinki dans Moneyes Korea, la version coréenne de La Casa de Papel. J'ai rien fait, Helsinki! J'ai rien fait! J'ai accordé ma confiance au professeur. Et je lui ai fait une promesse. J'ai promis que si jamais il devait lui arriver quelque chose, je suivrai les ordres de Berlin sans faute. Baisse ton arme! Baisse ton arme, Helsinki! Baisse ton arme! Pas t'y mettre aussi, Helsinki! Un personnage déjà connu, déjà installé, parce qu'il a déjà une VF. Il me semble que c'est Patrick Wallef en VF sur Helsinki, sur la version originale. C'est en version espagnole, ouais. Est-ce qu'il y a une pression particulière quand on arrive sur ce type de rôle, du coup, par rapport à ça? Non, pas du tout, parce que même si au niveau du scénario, il y avait quand même une espèce de copier-coller, c'était pas le même acteur, il joue pas de la même façon, il va pas se déplacer de la même façon, il va pas avoir le même regard, Non, j'avais aucune appréhension. J'ai eu une appréhension une seule fois sur un rôle qu'on était deux à doubler. Parce qu'il y a eu deux versions, une version Netflix et une version Crunchyroll sur Vinland Saga. Et j'ai eu une énorme appréhension de ne pas être à la hauteur, d'être moins bien. C'est hyper plaisant parce qu'en fait, on est différents. Donc l'autre comédien, l'autre version, a sa version, a son œil, a son jeu à lui. Et moi, j'ai mon point de vue à moi, toujours sous la coupe du D1, hein, bien évidemment. Mais voilà, et c'était la seule fois, je crois, où j'ai eu la pression sur un perso. Mais finalement, ça l'a bien fait. Finalement, ça l'a bien fait, j'ai eu de beaux retours. Alors vous nous avez parlé de Vinland Saga, mais donc c'est des univers très différents, l'animation notamment avec Star Trek, Lower Decks, Transformers, le jeu vidéo avec League of Legends, Starfield, Assassin's Creed, ou encore le cinéma avec des projets récents comme Sinners ou Heads of State, il me semble. Quand vous arrivez sur un rôle, qu'est-ce qui vient en premier, la technique ou alors l'instinct par rapport au personnage? La technique, elle est essentielle. Enfin, si tu sors un peu de la technique déjà de base, pas être dans le perso, je veux dire, si tu oublies de faire des respis, si on t'entend inspirer au moment où il expire, si on sent pas qu'il est surpris quand il est surpris. Après, oui, non, quand on a un rôle, c'est toujours plaisant de connaître un peu son background quand on peut l'avoir, savoir regarder 2-3 scènes, le tempérament du personnage. Je pense qu'on se peaufine de plus en plus en fréquentant le personnage. À l'heure actuelle, je suis pas le comédien le plus réputé, donc ce qui fait que j'ai eu quelques petits rôles qui reviennent, mais ils ont pas un background de fou. Je veux dire, j'ai pas à jouer un personnage dont je connais la vie. Et alors, est-ce qu'il y a un rôle qui vous a mis en difficulté, pas forcément techniquement, mais humainement aussi?
Ouais, oh, j'en ai eu 2, 3. J'en ai eu un sur Hubby Halloween. Je devais faire un fermier qui avait un cochon et qui se balançait des énormes vannes avec sa femme. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que cette scène devait être drôle. Mais rien n'était drôle. J'arrivais pas à trouver une dimension comique au truc et j'étais pas à l'aise. J'étais très très vert dans le métier. Donc c'est toujours pareil. C'est aujourd'hui, ce serait à refaire, je le ferais totalement différent. Mais je me souviens que ce rôle, j'en ai bavé. Voilà. Et puis après, des fois, il y a des rôles où on arrive, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est être comme dans un gant de velours. Là, il y a pas longtemps, j'ai bossé sur l'appel du chaos. Il m'a mis sur un personnage, j'étais comme dans des chaussons, quoi. Ça a été direct, le regard du gars, son énergie, sa façon de parler. Ouais, je me sentais chez moi. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais quand je l'ai vu, je me suis senti chez moi. Des fois, on se sent plus à l'aise avec certains personnages, et des fois, on se dit, mais pourquoi il m'a mis sur ce personnage? C'est très bizarre, je me vois pas, en fait. C'est ça. Mais des fois, quand on me met sur des persos qui sont pas attendus, justement, c'est ça le défi. C'est hyper plaisant. Des fois, on se surprend soi-même. C'est hyper agréable. C'est hyper agréable de se surprendre soi-même et de surprendre les gens autour. Mais pas forcément de surprendre la personne qui vous a mis dessus parce qu'elle vous estimait capable. Donc, elle n'est pas surprise. On va en parler parce que je pense que c'est quand même important. Aujourd'hui, il y a une question qui revient beaucoup dans le métier, celle de l'intelligence artificielle. Votre voix, c'est votre outil, c'est aussi votre identité. On va en parler parce que cette citation est très belle et je l'ai vue, donc je l'ai prise. Oui, il faut l'avouer. Comment vous viviez le fait qu'elle puisse être reproduite sans vous? C'est quoi votre avis là-dessus et votre point de vue? J'aime pas. Je veux dire, faut reproduire ma voix, c'est bien sympa. Reproduire l'intonation un peu sarcastique, narquois, le petit ton de petit con que je peux avoir dans ma façon de parler. L'IA l'aura jamais. Si elle l'a un jour, tant pis pour moi. Mais je pense pas. Non, vraiment. J'ai pas envie qu'un jour il y ait le téléphone de ma fille qui sonne, qu'elle entende une voix qui ressemble à la mienne et qu'elle croit que c'est moi. J'ai pas envie qu'on me fasse dire n'importe quoi. J'ai pas envie qu'on gagne de l'argent gratuitement avec ma voix. Parce que je suis désolé. Un peintre, on lui demande de faire un tableau, on le paye pour sa capacité à peindre. Je veux dire, quand j'étais pâtissier, personne. Il y a des machines qui font des croissants, certes, mais la main humaine les fait largement mieux. Je peux vous le garantir. Donc, quels que soient les corps, et là on parle du doublage, des photographes, des journalistes, des rédacteurs. Je veux dire, moi à l'époque, je cherchais un mot, j'ouvrais le dictionnaire. Aujourd'hui, tout le monde va voir ChatGPT. Et plus on pose des questions, plus on nourrit. Plus c'est gros. Et voilà, donc non, moi je n'aime pas l'IA. Je sais qu'on peut pas aller contre le progrès. Il faut que ce soit un outil. Il faut que ce soit quelque chose qui nous accompagne. Parce que mine de rien, on peut pas revenir en arrière. Ça s'est jamais vu depuis l'histoire de la création. Mais non, faut que ce soit un outil. Il faut pas que ça remplace. J'ai lu cette phrase très très drôle il y a pas longtemps. C'était: je veux pouvoir écrire mes textes, mon livre, pendant que l'IA fera la vaisselle et lavera mon linge, pas l'inverse. Et j'ai trouvé ça très, très, très gaulerie. Bah ouais, parce que aujourd'hui, l'IA s'amuse à écrire des textes, s'amuse à mettre des mots ensemble qui font des textes, inspirer d'autres textes à la place de vrais gens qui ont du vrai talent. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Enfin, moi, c'est pas ce que je veux. Et je sais que je vais passer pour un vieux con, mais je suis hyper réfractaire à ça et je suis le premier à aimer les dessins. Je n'aime pas quand c'est fait par une IA. Je préfère mettre 100 balles sur un mec qui va me faire un tableau dans la rue avec ses bombes, faire style une imitation de planète dans le ciel étoilé, machin, que payer 50 balles sur un truc tiré par IA. J'ai pas envie. Ça m'intéresse pas. Ça revient à dire que l'IA n'a pas d'âme. L'IA n'a pas d'âme, absolument pas. Absolument aucune âme. Et si, il y a une chose sur laquelle... Alors, il y a aussi un truc sur lequel je suis désolé, les mots vont sortir comme ça, comme je l'ai dit. Mais je chie sur les gens qui se revendiquent artistes IA. C'est-à-dire que le mec, sur son clavier, il a tapé Sangoku, évolution 7, je veux des cheveux de telle couleur, je veux qu'il ait les bras de telle taille, et l'IA sort un truc. Tu n'es pas un artiste. Tu es un assembleur. Tu n'es rien d'autre. Et même pas, tu n'es pas un assembleur. L'assembleur, c'est l'IA. Tu n'es qu'un... Voilà, je chie sur les artistes IA. Je ne vais pas me faire des copains. S'il y en a qui se considèrent artistes IA, arrêtez de dire artiste. Richard Klederman, qui est un vieux pianiste des années 80, est plus un artiste que vous. Voilà, je le dis. Je vais me faire détester par beaucoup de gens de ma génération. Non, mais il faut le dire, c'est vrai. Et je préfère écouter de la musique d'ascenseur que de la musique faite par IA. Et qu'on me dise pas qu'il y a des musiques d'ascenseur faites par IA parce que je vais devenir violent. On va revenir un peu sur le sens du métier pour parler un petit peu plus positif. Vous avez quitté une stabilité pour un métier de passion finalement, où l'on gagne parfois moins, mais où l'on vit autrement.
Qu'est-ce que ce choix a changé dans votre vie ? Je vois beaucoup plus ma fille. Je ne dirais pas que je suis plus serein, parce que je suis constamment à attendre ce petit SMS de me dire t'es dispo tel jour, et tiens, j'ai pensé à toi pour ça. Voilà. Après, il n'y a rien d'irréversible. Je veux dire, s'il n'y a pas de doublage, il y a possibilité d'essayer d'autres choses. Essayer la scène, essayer apprendre d'autres choses. Et puis ben, s'il n'y a rien, à un moment donné, si le travail galère vraiment à venir, j'ai cette chance d'avoir appris un métier que je sais toujours faire. Et ben, s'il faut que j'y retourne, j'y retournerai pour bouffer, pour payer mon loyer. Je veux dire, il n'y a aucune honte, j'ai plein de camarades qui ont un deuxième métier, un métier bouffé, quoi, un métier alimentaire, comme on dit. Voilà, je vis mieux. Je veux dire, physiquement, je me posé, mais ouais, il suffit que je bosse pas 3 jours ou que j'ai une semaine beaucoup plus calme. Je vais commencer à me remettre en question, moi un peu plus calme, à me dire qu'est-ce qui se passe. Bon, j'ai déçu les DA, j'étais pas au rendez-vous, pourquoi ils m'appellent plus? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une certaine peur, ouais. Voilà. Et je suis pas le seul à penser comme ça, hein. J'ai des tas de camarades qui me disent ouais, j'ai pas eu de nouvelles depuis tant, machin. Tu crois que je me suis chié? Tu crois que écoute, il s'est passé ci la dernière fois? On est beaucoup comme ça. Et puis voilà. Moi, j'ai pas d'exigence. Moi, on m'appelle pour 2 lignes. Je suis aussi heureux que si on m'appelait pour 200. Un peu plus heureux pour 200 lignes, hein, je le cache pas. Mais je veux dire, aujourd'hui, une date en studio, ça vaut. On sait pas si c'est pas la dernière fois. Voilà, j'ai un peu plus d'appréhension quand il n'y a pas les messages qui tombent, mais je m'arrête pas de vivre pour autant. J'ai jamais eu besoin d'y retourner en presque 4 ans, 3 ans et demi où je suis serait 3 ans et demi que je suis uniquement comédien. J'ai pas eu besoin d'y retourner, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, si le mois prochain c'est la même, je prends un extra, je vais bosser en pâtisserie, je vais faire des croissants, faut payer le loyer, faut payer à bouffer, faut payer l'essence. C'était mon petit passage politique du moment, voilà. C'est une épée de Damoclès. Et voilà, quoi. Pour terminer, Yannick, on va parler de la transmission. Si vous deviez parler au Yannick plus jeune, celui qui n'osait pas, qu'est-ce que vous lui diriez ? Oh, waouh. Rien à perdre. Le nom, tu l'as déjà. Le nom, il est acquis. Tente tout. Voilà, t'as rien à perdre. Et je lui dirais, commence plus tôt. Sois moins timide, sois toujours respectueux des personnes à qui tu parles. Ne sois pas un fanatique, mais je dirais commence plus tôt. J'ai perdu 25 années à proprement parler. C'est très marrant ta question parce que j'y pensais il y a pas longtemps. Et si je devais parler au jeune Yannick, j'irais parler à ce... En même temps, c'est très traître, hein, parce que si j'allais parler au jeune Yannick, je me priverais de beaucoup de choses, en l'occurrence mes 4 enfants. Mes 4 enfants. Pourquoi 4 enfants? J'adore mettre des aides aux mots. C'est très difficile comme question. Mais c'est compréhensible. Non, c'est très difficile. Si vraiment je vais jusqu'au bout du raisonnement, je me dirais fais comme tu le sens. Non, finalement, non. Par rapport au doublage, par rapport à la comédie, par rapport à plein de choses, je me dirais, commence plus tôt. J'aurais aimé côtoyer ce monde beaucoup plus tôt. J'aurais aimé partager des choses beaucoup plus jeunes. Je ne sais pas combien de temps ça durera. Je ne sais pas s'il y aura d'autres choses. J'espère. C'est à moi de faire en sorte qu'il y ait d'autres choses. Voilà, c'est perdu et ça l'est pas en même temps. Donc voilà, c'est très contradictoire, mais c'est comme ça. Et alors pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui rêvent de faire ce métier, mais qui pensent qu'il est trop tard, vous leur direz quoi ? Tu dis que t'as aucune chance, fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà, je vais exciter les bronzés. Non, vraiment, il faut tenter, il faut être soi, il faut tenter. Si vraiment c'est viscéral, c'est quelque chose de viscéral, c'est pas un truc fanatisme ou d'idolâtrie. Si vraiment c'est quelque chose de viscéral, faut foncer. Mais faut commencer par le commencement. Ça fait un peu vieux con ce que je vais dire, mais commencez par le théâtre. Parce que ça vous donnera envie d'autre chose. Ça vous limitera pas qu'au doublage. Donc, si vous avez envie, lancez-vous. La seule personne qui peut nous empêcher, c'est nous-mêmes. Moi, je veux dire, mes cours de théâtre, le soir où j'ai commencé les cours de théâtre, je ne pouvais pas y aller, que c'est moi qui l'avais décidé. Et j'étais mon pire ennemi. Donc, je dirais, écoutez-vous, faites ce que vous avez envie. Et ça vaut pour tout. Le gamin qui veut devenir astronaute, qu'est-ce qui l'en empêche? La gamine qui veut devenir astronaute, parce que les gamins, la gamine qui veut devenir astronaute, vas-y, tu veux devenir pilote de F1, c'est plus délicat, je te le conçois, je te le concède. Mais il n'y a rien qui doit t'empêcher de rêver. Après, si ça marche pas, au moins tu pourras dire que tu as essayé. Vaut mieux dire, merde, j'ai pas réussi que, putain, j'aurais dû. Évidemment. Eh bien, merci Yannick d'avoir été avec nous sur cette émission, c'est un plaisir. Plaisir partagé, merci à toi. Si vous avez un dernier petit mot, peut-être pour ceux qui nous écoutent, peut-être avec une voix de doublage ou une voix de publicité, peut-être, qui sait? Je vais prendre ma voix là. Voilà, naturel, hein.
Aimer le vivant, aller voir des gens sur scène. Il y a tellement d'interactions avec les gens sur scène. Vraiment, faites marcher l'humain, faites marcher le vivant. Ne vous cachez pas. Écrivez, dessinez. Par rapport à l'art, ouais, non, vraiment, aimer l'art, je veux dire, que ce soit l'ancien, le nouveau. Et même si parfois je flirte avec, refusez la médiocrité. Refusez qu'on vous prenne pour des abrutis. Vous pouvez faire l'abruti, mais refusez qu'on vous prenne pour un abruti. Très beau ce que je viens de dire. Très très beau, c'est ce que j'allais dire, oui. Ouais. Faudrait que je la ressorte, c'est là où je me la ferai tatouer, je ne sais pas. Faudrait y On verra songer. ça. Parfait, merci beaucoup Yannick. Et surtout aussi, je le rappelle, arrêtez de dire que vous êtes des artistes IA, c'est important. Et il faut le dire, vous n'êtes pas des artistes. Ouais, si sans vous déconner, utilisez ouais. l'IA, putain. Ouais, sans déconner, je vous chie dessus les artistes IA. Ah, ouais, mon Dieu, quoi. Je suis un tatoueur IA. T'es pas un tatoueur IA. C'est un peu. Mais il faut le dire. Et d'ailleurs, derrière chaque voix, il y a un chemin, parfois long, parfois inattendu, mais toujours profondément humain. Merci beaucoup Yannick. Merci à toi, Calo.